Aujourd'hui, je reçois Joanna Seligman-Tuile, une femme engagée dans l'accompagnement du mieux-être à travers le yoga, la sonothérapie, le massage. À travers son approche, elle invite chacun à retrouver un lien doux, profond, sincère avec son corps et avec soi-même. De retour d'une retraite en Inde, Joanna partage avec nous ses semaines d'introspection sur le silence, le mouvement, les sensations et la capacité que nous avons tous à nous réajuster à l'intérieur. Dans cet échange, il est question de lenteur, de présence, d'écoute, mais surtout de liberté, celle de se connaître, de se sentir vivant et d'oser vivre pleinement à partir de ce qui résonne vraiment en nous. Joanna Seligman-Tuile, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur le BUP Talk. Déjà pour commencer, comment vas-tu ? Je vais très bien. Merci à toi, Sarah, de me recevoir ici aujourd'hui. Et ravie Déjà, depuis la dernière fois que tu m'avais invitée, je ne t'avais pas relancé, mais vraiment, tu m'as donné une chance de me faire connaître. Et voilà, du coup, aujourd'hui, heureuse d'être là. C'est tout le plaisir qui est pour moi. Alors déjà, pour commencer, et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien nous dire qui es-tu ? Alors, je m'appelle Joanna, j'ai 42 ans, mariée et maman de 4 enfants. Comme moi. Petit bout de chemin, principalement depuis le Covid, où ça a cheminé dans ma tête. Et là, il y a eu une explosion de plein de choses. Et où je suis retournée à l'école, comme quoi il n'y a pas d'âge. Et tout s'est enchaîné post-Covid, très rapidement. Et là, j'essaye de me faire découvrir sur les réseaux. Ça, voilà. C'est une certitude que tu vas y arriver. Merci. J'ai pas de doute. Merci. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ton parcours, sur ton enfance, sur où tu as grandi, dans quelles conditions ? Et moi, j'ai grandi dans une famille où nous sommes 3 enfants. Voilà, j'ai grandi à Sarcelles et j'ai grandi principalement avec la présence de mes grands-parents. Donc je pense qu'aujourd'hui, toute mon influence et principalement tout ce que je fais vient de là. Voilà. Une ville où j'ai appris la simplicité, l'humilité, le partage, l'échange avec les gens et vivre avec tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ma mentalité vient principalement de là, en fait, de ma source. Voilà. Et c'est dans quel contexte que justement tes grands-parents ils étaient aussi présents pour toi ? Comment ça se fait ? Parce que c'est pas courant de vivre avec ses grands-parents comme ça au quotidien. Mes grands-parents, c'était à la base, moi j'habitais pas à Sarcelles et on venait comme tout le monde petit chez ses grands-parents pour le week-end. Et puis ma mère déjà, sa séparation avec ses parents était, je pense, très difficile. Pour moi aussi, donc c'est des crises de nerfs à chaque départ. Puis mon père a cédé, on a fini par déménager. Au début, on était l'immeuble d'en face, et puis après, on habitait dans leur immeuble. Et puis, comme si que ça ne me suffisait pas, je suis descendue chez mes grands-parents, où j'ai pris quartier, et j'avais mes grands-parents que pour moi, en fait. J'étais là... Donc, tu vivais chez tes grands-parents, alors que tes parents ils vivaient dans le même immeuble, au 3e, et mes grands-parents au 1er étage. Et quand je me suis mariée, mon frère a pris le relais. Voilà, et en fait, on n'a jamais laissé mes grands-parents, on est toujours resté avec eux. Et c'est vrai que ça a été pour moi, en tout cas, une chance incroyable. Parce que ma grand-mère, elle ne savait pas lire ni écrire le français. J'ai toujours connu ma grand-mère dans sa cuisine à nous faire des petits plats, des petites choses. C'était pas une grand-mère avec qui on sortait, avec qui il y avait des sorties à l'extérieur. Tout se passait à la maison, autour de sa table, dans sa cuisine, chez elle, dans son salon. Et j'ai vécu, malgré ça, peut-être que pour certains, ça peut paraître ennuyeux ou pas assez, mais pour moi, c'était juste magique. Et je pense que la femme que je suis aujourd'hui et les valeurs que je transmets à mes enfants, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que j'essaie de transmettre à mes enfants la même chose, alors que je sais lire, je sais écrire, j'ai les moyens financiers peut-être que mes grands-parents n'avaient pas, mais j'essaye quand même de garder ces valeurs et de tout réduire au même niveau. Voilà, parce que je veux que mes enfants aient la même éducation. En tout cas, j'espère leur transmettre ces valeurs-là. Et c'est quoi, à ton avis, ces valeurs principales qui sont très importantes pour toi que tes grands-parents ils t'ont transmis ? Déjà, issus de l'immigration, ils sont venus du Maroc avec rien. Avec 5 enfants, plus 2 neveux qu'il fallait ramener en France.
dans un petit appartement où ils ont tout quitté, où ils avaient un cadre de vie, je pense, qui à l'époque était quand même confortable, pour venir dans un pays où il n'y avait pas la langue pour ma grand-mère, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien que pour mon grand-père. Et cette force de ne jamais se plaindre, cette force de ne jamais nous montrer que peut-être quelquefois ils ont galéré pour faire des courses ou pour nourrir toute cette famille. Moi personnellement, je l'ai après mon grand-père, voilà, après moi je suis une autre génération, mais je l'ai jamais senti. Et je me dis, mais comment aujourd'hui du coup, avec tous les moyens qu'on a, parce qu'on est quand même une autre génération, on a des meilleurs emplois qu'eux, on a forcément des plus grands appartements et plus de moyens, et malgré tout, les gens continuent quand même à se plaindre et c'est jamais assez. Je me dis, c'est quoi cette force ? D'où ils ont ramené tout ça ? Et je me suis puisée là-dedans, en fait. Je me suis dit, ok, rester simple, rester humble, transmettre à mes enfants ce que moi j'ai eu, avec pas grand-chose, et se contenter de peu. Et être heureux avec peu. Comment on fait aujourd'hui ? Que l'amour, c'est le principal et que... que l'amour, bien sûr, la famille, être unis, être proche de sa famille. Moi, mon frère et ma sœur, c'est mes piliers, clairement. Comment aujourd'hui, dans un monde où tout va vite, où on est entouré que de matériel, comment on peut réussir à conserver ça, ses valeurs, son authenticité, ses principes. C'est pas évident, c'est pas facile, mais je pense que si on a vraiment envie, on peut y arriver. Voilà, moi ça a juste été ça. C'est juste ça le combat de ma vie avec mes enfants. En tout cas, important. Ouais, hyper important. Surtout avec cette nouvelle génération. Et toi, quand tu étais petite, c'était quoi ton rêve ? Du coup, parce que tu es une petite sarcelle, tu viens donc d'un milieu modeste, tu as grandi avec tes grands-parents qui étaient très présents pour toi. Et c'est quoi les rêves qui vivent dans l'esprit d'une petite fille de ce milieu-là ? Ce que je vais te dire, c'est super, c'est vraiment... à chacun de mes anniversaires, voilà, on te dit qu'il faut souffler la bougie, faire un vœu. Pendant des années, jusqu'à encore l'année dernière, j'avais le même. C'était d'avoir une très grande maison et de faire vivre mes grands-parents avec moi. Voilà, ça, je crois que ça a été mon rêve de petite fille, d'adolescente et même de femme adulte et de mère. Ça a toujours été mon rêve. La vie elle se passe pas toujours comme prévu parce que après tu te maries, t'as les enfants, t'as ton mari, tu peux pas vivre comme ça en communauté, mais par contre j'ai toujours voulu rester proche de ma famille, rester proche de mes grands-parents, et pour moi ça a toujours été ma base et mon pilier en fait. Même quand tout était borderline dans ma vie, ou quand la terre elle pouvait s'écrouler autour de moi, je savais que j'avais qu'une seule adresse qui était mon point repère, c'était celle de mes grands-parents. Voilà, tout pouvait aller mal. C'était ton point de chute. Ouais, c'était mon point de chute. Ça a toujours été mon point de chute d'ailleurs, et je sais que même aujourd'hui encore, même si mes grands-parents sont plus là, mes parents sont toujours dans l'appart, il y a toujours mes parents. Je sais que quand j'ai besoin de me recentrer et de revenir à la moi d'avant, justement, quand j'étais jeune ou quand t'as pas de problème, t'es loin de toutes les galères d'adulte, je retourne à cet endroit. Et là, tout se recentre. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais pas forcément des ambitions de me dire tiens, je veux sortir de Sarcelles, je veux forcément aller habiter les beaux quartiers. Ça n'a jamais été mon... C'était pas des rêves matériels. C'était pas des rêves matériels, ça a toujours été plus des rêves spirituels, des rêves de faire du bien autour de moi, déjà, de voir les gens heureux autour de moi. Voilà, principalement ma famille, parce que j'ai toujours voulu rendre ma famille heureux. Voilà, je voulais que mes parents soient heureux, je voulais que mes grands-parents soient bien et veiller à ce qu'ils ne manquent de rien en fait. C'était mon but. Voilà, il fallait que moi je réussisse cette partie. Pour les mettre à l'abri, mais pas à l'abri d'un matériel, plus à l'abri d'un bonheur et d'une paix. Voilà, juste qu'ils soient heureux. Voir le sourire sur leur visage, pour moi, ça a été ma quête. Et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir justement où tu t'es dit là c'est bon, j'ai réussi, je les ai fait sourire, ou un souvenir marquant que tu as avec tes grands-parents par exemple? Moi mes grands-parents, il n'y a pas eu une semaine, je crois, de ma vie d'adulte, même après quand je me suis mariée, où j'ai passé une semaine sans voir mes grands-parents. Ça n'existait pas, ça a clairement été toujours ma priorité. Ça, c'est même dur à dire, c'est même passé avant mes enfants, parce que dans l'ordre des choses, on se dit que voilà. Tu savais qu'il y a moins de temps. Il y a moins de temps, j'ai été prise par ce temps, toujours.
cette course, de me dire que peut-être chaque instant que je vais passer, ça sera peut-être le dernier, peut-être qu'il n'y aura pas de demain. Ça a été mon angoisse pendant très longtemps. J'ai d'abord vécu dans le déni, de me dire qu'en fait, ils sont éternels, ils partiront pas. Jusqu'au jour où mon grand-père est parti, j'ai réalisé que ok, ils sont pas éternels. Et après, j'ai fait cette espèce de course contre le temps, contre la montre, de me dire chaque jour compte. Je peux pas passer un jour où je les ai pas au téléphone, où je me suis pas souciée si tout est ok pour eux. Et finalement, mon plus beau souvenir, ça a été mes 40 ans. Parce que mes 40 ans, je m'étais fait des montagnes de mes 40 ans. Waouh, je vais faire un truc de dingue, une méga teuf, je veux un méga cadeau, ou je veux... Et en fait, non. Ça s'est pas passé comme prévu, mes 40 ans, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé à Sarcelles, voilà, avec ma grand-mère. Avec des ballons qu'on a achetés à l'arrache chez Action parce que c'était pas prévu, un petit gâteau tout simple et l'essentiel en réalité. Voilà, tout était là, dans la maison de mes souvenirs, avec mes parents, mes frères, mes sœurs, ma sœur, mes enfants et surtout ma grand-mère. Et j'ai passé mes 40 ans comme ça. Et je me suis dit, mais il est où l'essentiel ? T'as voulu faire peut-être essayer de faire une big fête, un truc waouh avec plein de gens qui étaient invités ou que j'ai un effet de surprise qu'on me prenne au dépourvu. Et en fait, non, c'était pas ça. Et je me dis maintenant, après coup, avec recul, 42 ans, en fait, j'ai eu le plus bel anniversaire. Les 40 ans, je pense que j'aurais de pas... tes rêves. Ouais, c'est les 40 ans de mes rêves. Ouais, ça aurait pas Incroyable. pu être plus beau que ça. Et je m'en rappellerai vraiment toute ma vie. En plus, il y avait mes enfants. Donc la plupart du temps, les gens font des fêtes à 40 ans, il n'y a que les amis, il n'y a pas souvent les parents, encore moins les grands-parents, et les enfants, on les fait garder, parce qu'on fait ça le soir, machin, avec l'alcool et compagnie. Et là, pas du tout, il y avait vraiment l'essentiel, mais c'était voilà, un souvenir que j'oublierai jamais. Incroyable. Est-ce que tu peux nous évoquer justement le fait qu'à un moment donné, tu as perdu ton grand-père ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Quel impact ça a eu justement ? Qu'est-ce qui s'est joué en toi au moment où t'as perdu ton grand-père ? Le jour où j'ai perdu mon grand-père, ça a été très brutal et donc pas d'en revoir. Donc première fois que je suis confrontée à la mort, forcément. Et là, dans ma tête, tout se chamboule. Je perds le pilier de ma vie, mais en même temps, je suis maman, j'ai pas le droit de m'écrouler. On attend beaucoup de moi à ce moment-là, mais mon corps, il n'était pas d'accord. Mon corps n'était pas d'accord, donc suite à ça, j'ai déclenché deux maladies auto-immunes. Voilà, ça a été un effondrement mental, psychologique, émotionnel, corporel. Ça a été le cataclysme dans ma vie, réellement. À partir, je crois, de ce jour-là, j'ai switché. J'ai plus été la même personne parce que ça m'a mise en colère. Une colère énorme, d'abord. J'ai traversé plusieurs étapes. Un gros tsunami et je me suis dit ok Johanna, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu peux pas te laisser écrouler. Et bizarrement devant les gens je faisais comme si que tout allait bien alors qu'en réalité rien n'allait bien et il fallait transmuter cette colère. Ça a été la rage après et puis la rage aussi de me relever. Voilà, j'ai eu la peine au cœur, la rage au ventre. Et ça s'est trimballé pendant longtemps. Et ça s'est imprégné dans mon corps. Donc, et on le voyait de toute façon sur mon visage. J'étais pas apaisée, j'étais... Contre qui t'étais en colère ? Contre quoi ? Bah déjà contre Dieu, je pense. De m'avoir fait ce coup-là. De m'avoir pris ce que j'avais de plus cher du jour au lendemain. Je me dis, waouh, comment je vais faire ? Et en même temps, il fallait que j'écoute les messages. Personne n'est éternel, je pense, enfin, ça c'est sûr. Mais il fallait que je comprenne que je pouvais le retrouver via d'autres choses. Qu'il n'était plus là physiquement, mais comment mettre ça en place ? Ok, je me le disais, on me le disait, la religion me le dit, mais d'accord, mais moi je vois pas les signes, je sais pas où est-ce qu'il est. À part de le plus voir physiquement, de plus l'entendre, bah comment je fais moi pour matérialiser tout ça ? Donc ça a été là le début de cette quête, de vouloir le retrouver, de vouloir communiquer avec lui d'une autre manière. Et c'est là où a été le début de tout le chemin que j'ai mis en place jusqu'à aujourd'hui et que je continue bien évidemment à mettre en place parce que c'est un chemin inépuisable. Et est-ce qu'avec le recul,
euh, tu te dis que finalement ton grand-père c'était la personne qui te faisait être la petite fille de ton enfance et que le fait de lui avoir dit au revoir, finalement, ça t'a peut-être un peu permis de devenir la femme que tu es aujourd'hui parce que ça t'a permis justement d'engager ce chemin-là, aussi difficile soit-il évidemment. Bah clairement, moi, je dois tout, de toutes les façons, à mes grands-parents, quoi qu'il arrive. Toutes mes inspirations, elles viennent d'eux, elles viennent de là, elles viennent du départ de mon grand-père parce que j'ai réussi après à sublimer ce départ, à vivre avec, parce qu'on n'a pas le choix que de vivre avec la perte de quelqu'un. On est obligé d'avancer, c'est pas facile, mais j'ai été obligée de me laisser traverser par ce deuil, de l'accepter. Pendant longtemps, je voulais pas accepter ça, et je me suis dit, il faut que tu en fasses une force, quoi qu'il arrive. Donc ça a été pendant très longtemps le trou, les ténèbres, pour qu'à la fin, je puisse trouver la lumière, vraiment. Mais me trouver aussi moi, parce que je pense qu'en réalité, j'étais dans ce rôle de la petite fille, et peut-être que quelque part, je voulais pas grandir, parce qu'en grandissant, il y a tout ce qui va avec, les responsabilités, alors que j'étais déjà maman, mariée, tout ça, mais une partie de moi voulait rester, finalement, dans cette partie qui me rendait la plus heureuse, quoi, l'enfance. Mais il fallait affronter la réalité de la vie d'adulte. Et c'est grâce à ça, effectivement, que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. C'est sûr. Complètement. Ouais. Et est-ce que... à quel moment tu as ressenti les premiers symptômes de ces maladies qui, justement, sont dues à ce choc émotionnel ? C'est quoi les symptômes ? Comment ça se manifeste ? Comment tu as été diagnostiquée ? Alors, j'ai été diagnostiquée pendant ma grossesse, ma 3e grossesse, mon fils Samuel. Et puis je pense qu'avec le recul, les maladies nous choisissent. C'est par hasard. Elles ne viennent pas à nous par hasard. On n'a pas telle ou telle maladie par hasard. Il y a un message derrière. Il y a un message spirituel, un message émotionnel à comprendre. Le pourquoi du comment. Voilà. Moi, les médecins peuvent me dire oui, mais c'est génétique, ou oui, tu as eu ça, c'est rare. Non. C'est pas rare, c'est pas génétique. Dans ma famille, on peut pas dire que c'est génétique, personne ne l'avait avant moi. Donc voilà, je rentre pas dans les cases, c'est des femmes de 70 ans qui l'ont, pourquoi moi je l'ai eu ? Il fallait comprendre. Ça a été logé dans un endroit spécifique de mon corps, par là où la femme donne la vie. Mais effectivement, je pouvais pas accepter de redonner la vie si je n'acceptais pas la mort de l'autre côté. Donc cette maladie, elle a été vraiment choisie bien précisément pour moi, et il fallait que je tienne la main à cette maladie, en fait, que ça soit ma meilleure ennemie, et pas et que j'apprenne à vivre avec, parce que c'est une maladie chronique, auto-immune, qui vient par crise, par période. Donc toute ma vie je vais vivre avec, par période. Donc ok, mais comment on fait pour vivre ensemble ? En étant main dans la main et essayer de me dire je peux bien la vivre de manière apaisée et sereine, mais c'est un cheminement. Mais ça a été le choc émotionnel, effectivement, du décès de mon grand-père qui m'a amené ces 2 maladies auto-immunes, complètement. À quel moment tu as fait le lien de cause à effet entre justement ce choc émotionnel et les symptômes que tu étais en train de ressentir, et cette maladie qui était en train de se déclarer ? Moi, je l'ai fait j'ai fait le lien très rapidement, on a mis du temps à me diagnostiquer. J'ai fait d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin, parce qu'effectivement, une des deux était très difficile à diagnostiquer, surtout à mon âge. Mais très vite, j'ai fait le lien. Ça ne pouvait pas m'arriver comme ça, du jour au lendemain. Ça a été peu de temps après le décès de mon grand-père. Et j'étais très aussi alerte à mon corps, parce que je cherchais, justement, les médicaments, c'est bien. Mais je me suis dit, il faut aller gérer la source du problème. Et la source du problème, elle ne se règle pas avec des médicaments. Les médicaments, c'est bien quand tu es en crise, pour apaiser le mal, mais il fallait aller gérer l'origine de la venue de cette maladie. Et très rapidement, je me suis orientée vers les médecines holistiques, parce qu'on m'a trimballé de médecin en médecin, de traitement en traitement, et puis rien ne fonctionnait. Donc il a fallu que j'aille gérer le mental. Et de là, on ouvre des portes sur toutes ces nouvelles méthodes, en fait, qui existent depuis très longtemps, c'est ancestral. Mais la médecine traditionnelle a pris le dessus. Aujourd'hui, en 2025, on soigne les gens qu'à coups de médicaments. Mais on essaye
très peu déjà de les écouter. On les écoute, voire pas du tout. Et on les oriente pas sur le côté mental de la survenue de la maladie. On se dit pas que peut-être, effectivement, c'est un choc émotionnel qui aurait pu déclencher tout ça. Mais même avant une grossesse, même pendant une grossesse, qui a un impact aussi sur le bébé, aussi. Donc, on n'y pense pas. Est-ce que tu penses justement que les méthodes holistiques que tu as choisies, toi, pour guérir, c'est adapté à tout le monde? Pourquoi toi, tu as choisi ce type de méthode pour guérir? Pourquoi tu es allé vers quelque chose de spirituel, qui n'est pas commun, justement, pour t'éloigner de ces médicaments-là? Parce que moi, déjà, j'ai toujours été attirée par un peu le surnaturel, le spirituel, les choses de l'invisible, les choses qu'on ne voit pas. La plupart des gens croient que en ce qu'ils voient, enfin les gens cartésiens du moins. Moi, j'ai toujours cru à des choses... toute petite, déjà, je pensais, chez mes grands-parents, déjà, ça commençait, je pensais que j'entendais des gens qui étaient là. Bon, voilà, j'aimais pas... Mes copines, après l'école, je les faisais venir à la maison. C'était pas pour jouer aux poupées, c'était plutôt pour dire vous entendez pas des bruits, venez, on joue aux esprits, des trucs un peu bizarroïdes. J'ai toujours été attirée par quelque chose, une force, une puissance qui nous dépassait, qui dépasse l'humain. Parce que tu la ressens? Oui. Parce qu'on te l'a transmise? Je pense que d'où ça vient, peut-être que justement je me suis posé la question la dernière fois, est-ce que c'est quelque chose que j'ai développé par mes apprentissages avec le temps, ou est-ce que c'est quelque chose que j'avais déjà en moi mais que je voulais pas l'admettre et que j'ai appris à travailler? Alors effectivement, moi je pense que c'est quelque chose que j'aime pas dire le mot un don, mais plutôt une intelligence spirituelle, d'écouter un petit peu les messages qu'on nous envoie au quotidien. Les gens ne sont pas alertes à tout ça et sont pas très attentifs à ces messages, mais je pense qu'on a tous cette capacité, cette faculté en soi d'écouter des messages qu'on nous envoie tous les jours, mais on est trop pris par le quotidien et par le speed des vies dans lesquelles on est pris et qu'on a choisi de vivre. Mais moi justement, j'ai choisi de m'extirper de ça pour vivre une vie où je suis plus à l'écoute des messages, déjà de mon corps, et des messages qu'on m'envoie là-haut. Donc pour certains, ça peut paraître un peu lunaire ou perché ou ce qu'on veut, mais c'est réel. Et je me suis mise vraiment dans cette voie parce qu'on a toujours soigné les gens à l'époque comme ça. Et les gens étaient en meilleure santé, je trouve, qu'aujourd'hui. Mais en meilleure santé mentale et physique. On s'est toujours soigné par des plantes, par des médecines douces. Et les gens, mais même certains médecins, ils viennent de plus en plus. Parce que les médicaments, au bout d'un moment, le corps, de toutes les façons, fait de la résistance. C'est ce qui m'est arrivé, moi, avec les corticoïdes. Mon corps, aujourd'hui, ne répond plus aux corticoïdes. Donc, je fais quoi? Il faut que j'aille chercher ailleurs une solution. Je ne peux pas rester malade. Il faut que j'aille guérir. Donc, je suis venue à là, comme ça. C'était naturel, finalement. Chez moi, ça a été un chemin naturel de m'orienter vers ça, complètement. Et qu'est-ce que tu dirais, justement, à quelqu'un qui est très rationnel, justement, et à qui ça ne parle pas du tout, cette notion de spiritualité, cette notion d'âme, cette notion d'écouter ce qui vient d'en haut, les signes, tout ça, que toi, tu ressens? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui trouve ça perché, on va dire? Mon père, par exemple, j'ai jamais réussi à le convaincre. Il veut même pas essayer. Moi, je me dis que tout dans la vie, il faut tout essayer, entre guillemets, dans la mesure du possible, si c'est pour nous emmener à un mieux, à du positif, bien sûr, à un mieux-être. Pourquoi se bloquer? Finalement, ces gens-là, c'est pas qu'ils n'y croient pas, c'est qu'ils ont peur de ce qui découle de toutes ces choses et de ce que ça va pouvoir réveiller en eux. Ce sont juste des peurs. C'est pas forcément ne pas y croire, parce qu'on peut convaincre tout le monde. Mais déjà, faut-il encore avoir envie d'aller essayer le truc? Mon père, par exemple, ne veut même pas essayer. Mais parce que je sais qu'au fond de lui, il y a une petite voix qui lui dit que ça peut marcher, que ça marche, mais il a peur de ce que ça va réveiller en lui et de ce que ça va chambouler. Parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir ça, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que, et concrètement, toi, qu'est-ce que tu as essayé, du coup? Qu'est-ce que tu as essayé? Moi, je crois que j'ai essayé toutes les médecines parallèles et holistiques.
Reiki, kinésiologie, énergie intégrée. Moi, de base, je suis de nature curieuse. J'ai pas spécialement peur. Donc, je vais avoir peur, bien sûr, les choses dangereuses pour moi, pour ma santé, pour mon intégrité. Mais clairement, aller faire une séance de Reiki ou kinésiologie, je pense que ça a jamais mis personne en danger. Au contraire, ça ne peut que guérir et apporter du positif. Donc moi, je me dis, ok, j'essaye tout. La psychologie, le psy, j'ai tenté. Mais disons que je connaissais l'origine de mon mal-être, de ce qui me crée des douleurs dans le corps. Donc et du coup, qui a impacté mon mental. Donc finalement, j'avais pas spécialement besoin d'aller gérer mon mental. J'avais plutôt besoin d'aller gérer mon corps, m'adresser aux maux de mon corps. Parce que c'est lui qui détraquait derrière après tout le mental. Donc tout ce qui était Reiki, kinésiologie, tout ça m'a fait énormément de bien. Et c'est comme ça qu'après je suis venue au massage. Parce que pour moi, d'aller toucher les mots des gens était plus puissant que d'aller mettre des mots MOTS à la douleur de quelqu'un qui en réalité des fois n'avait pas envie de parler finalement. Mais juste de s'allonger, de se taire et de venir alléger, apaiser sa souffrance juste avec une main posée sur son corps, quoi. Et du coup, s'il y avait une méthode, une en particulier qui a particulièrement fonctionné pour toi, ce serait laquelle, si tu devais en choisir une seule? Alors, moi, ça a été l'éveil énergétique. Donc, l'éveil énergétique, on peut aller le travailler de différentes manières. Après, je pense qu'il y a une méthode, il n'y a pas la méthode. C'est chaque individu peut trouver sa méthode. Tout dépend du moment auquel on va se lancer dans le truc. La personne avec qui on le fait aussi, c'est un échange, c'est une mise à nu émotionnelle, psychologique et des fois douloureuse. Donc c'est un ressenti aussi avec l'autre. Moi, il y a des choses que j'ai fait il y a 10 ans où clairement, je vais te dire, bof, c'était pas terrible. Et où je suis revenue 10 ans après et où je dis, ah ouais, là vraiment, waouh, ça a été magnifique sur moi. La kinésiologie, c'est une très bonne technique. En fait, tout ce qui va aller réveiller ton énergie, qui est endormie à l'intérieur de toi et qui va aller réveiller ton potentiel de celle que tu es. Le magnétisme fonctionne très bien. Moi, principalement, sur moi, ça a été la sonothérapie. Donc avec les bols tibétains, les bols en cristal et la méditation en état de conscience modifié. Voilà. Ça, c'est ça qui m'a, chez moi, révélé à tout en fait, qui m'a mise en éveil de tout et qui m'a ouvert une multitude de portes après par la suite. Et c'est comme ça du coup que tu as choisi ton cursus de te former à ces méthodes-là pour pouvoir après les transmettre? Oui. Moi, après le Covid, déjà, je me suis dit, c'est clair que je revivrai plus jamais comme ça. Donc, la Johanna d'avant Covid, je l'ai enterrée moi-même. Donc, voilà, je voulais plus retrouver cette personne-là. Ça a eu chez moi un impact énorme, pas pendant le confinement, mais post-confinement, où je me suis dit, ok, terminé. Je suis retournée à l'école de massage, parce que, comme je te disais, pour moi, de guérir les gens via le toucher, c'est important, c'est primordial. Les gens, de manière générale, n'aiment pas se faire toucher, mais parce que c'est l'intime. Et ça va réveiller trop de choses. Donc c'est pour ça que peu de gens pensent à aller faire des thérapies, même en massage, parce qu'à aucun moment ils se disent mais ça peut rien faire chez moi. Au contraire, ça réveille énormément d'émotions. Et voilà, de fil en aiguille, je suis retournée à l'école de massage. Et de là, on intègre tellement de choses, on rencontre beaucoup de gens et on ouvre plein de portes. Et de fil en aiguille, j'ai formation en formation, quoi. J'ai pas arrêté. Et je pense pas m'arrêter un jour. Parce que c'est une source inépuisable de connaissances, de guérison et d'éveil spirituel et incroyable que je souhaite à tout le monde de découvrir un jour dans sa vie. Vraiment. Donc tu es retournée à l'école malgré le fait que tu étais maman de 4 enfants, que tu étais en pleine reconstruction, finalement, en pleine découverte de toi-même. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes clientes, justement, qui font appel à toi pour libérer
la Kundalini, puisque c'est d'elle dont tu nous parles. Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente? Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la Kundalini pour ceux qui ne savent pas? Moi, en faisant aujourd'hui ce travail, c'est vraiment un travail de libération, libérateur. On est tous enfermés dans quelque chose, dans une vie. Parfois, pas forcément, c'est pas qui nous convient pas, mais peut-être un boulot qui te convient pas, un lieu où tu vis, plein de choses, des situations que tu traverses, et on est enfermé, on étouffe notre énergie. Et on n'arrive pas à exploiter tout notre potentiel. Donc la Kundalini, c'est notre énergie vitale qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais qui est endormie. Et là, à travers tout ce que moi j'apporte à mes clientes, je viens leur réveiller leur énergie en douceur, parce qu'il ne faut pas y aller brutalement, parce qu'après là, on casse tout, mais de leur dire, voilà, tu es capable de beaucoup plus. Tu n'en es pas consciente, mais parce que tu es enfermée même dans ton propre corps, dans ta propre énergie. Donc là, l'idée, c'est d'aller s'ouvrir, mais de s'ouvrir dans tous les sens du terme, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, spirituellement parlant, corporellement parlant. Parce que la plupart du temps, on est même enfermé dans notre propre corps, dans nos gestes. Et les gens ne s'en rendent même pas compte. Donc, via mes techniques de massage, de libération émotionnelle, de déblocage, de trauma aussi, parce que très souvent, on ne le sait pas soi-même, inconsciemment, on est bloqué dans des traumas qui datent même de l'enfance. Et on vit une vie qui est vraiment programmée selon notre trauma. On s'en rend même pas compte. Alors que si on vient libérer ce traumatisme, conscient ou inconscient, on vient ouvrir des chaînes. Et là, après, on se libère de beaucoup de choses. Mais après, c'est aussi ça fait peur. Parce que les gens, ils sont dans leur petit confort. Ils ont l'habitude que leur vie soit rythmée de telle manière. Et là, on leur dit, mais si tu fais comme ça, tu vas tout chambouler. Et ça fait peur. Est-ce que tu penses qu'il faut être prêt? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des moments où est-ce qu'il faut se lancer et c'est se lancer qui va Je pense que si on réfléchit trop dans la vie, on fait rien. Après, ça dépend aussi du caractère et des tempéraments de chacun. Moi, je me suis lancée dans ça, franchement, sans trop me poser de questions. Je savais pas ce que j'allais découvrir derrière. Mais tout est douloureux, de toutes les façons. Tout ce qu'on fait, c'est douloureux. Parce que on retourne loin dans notre enfance, dans du transgénérationnel aussi, dans ce que notre famille nous a transmis depuis de génération en génération. Et c'est confortable d'être dans ce moule-là. Ça nous sécurise. On est habitué à être comme ça. Et là, on se dit, ok, on va t'enlever tes barrières de sécurité. Et là, on va te lâcher. Tu vas devoir faire autrement, sans barrière de sécurité. Alors des fois, peut-être qu'à 40 ans, on se dit, ok, mais moi j'ai vécu 40 ans comme ça, je sais pas, j'ai peur. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer. Voilà, j'ai pas les codes, j'ai pas le mode d'emploi. Alors il faut aussi donner des cartes aux gens, des outils pour y arriver, mais pas les laisser non plus dans la nature, leur dire, ok, tiens, prends les clés, prends les cartes et vas-y, fais comme ça. Non, faut les encadrer, faut les accompagner. En préparant cette interview, tu m'as parlé du fait que c'est en pratiquant ce massage sur tes clientes, le fait de faire du bien aux autres, et d'une certaine manière, c'est toi qui guérissais. Bien sûr. Et comment toi tu l'as ressenti, comment toi tu l'as vécu? Quel impact ça a eu sur toi de justement finir ce cursus scolaire, on va dire, et de te lancer dans le massage? Moi, ça a été déjà, je voulais faire du bien aux gens. Et j'ai toujours eu cette empathie-là pour les gens, de vouloir leur faire du bien, que tout le monde aille bien dans le meilleur des mondes possibles. Malheureusement, c'est pas toujours le monde des bisounours. Et moi, ça a tellement été une libération pour moi personnellement, de mes émotions, de mes peurs, de mes traumas. Il y en a encore, hein. Je suis encore en train de travailler dessus de toutes les façons. Et je pense que ça toute une vie pour apprendre et à être la meilleure version de soi-même. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et c'est ça aussi l'idée, c'est d'avoir assez d'humilité et d'intelligence émotionnelle pour se dire, en fait, toute notre vie, on peut progresser et avancer. Et en faisant du bien aux gens, au fur et à mesure, je me rendais compte que c'est moi qui guérissais. C'était aussi ma thérapie. Et je me suis dit, mais si ça a marché pour moi, si moi j'ai guéri comme ça, il y a forcément, alors pas tout le monde, mais une bonne partie qui peut aussi guérir.
Et donc, je me suis dit, ok, je me lance, on y va. Et via donc le toucher, parce que dans le massage, on fait passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'énergie qui passe, beaucoup de magnétisme. On est fait d'énergie. Notre corps est rempli d'énergie. Donc, je recharge les gens d'énergie, mais moi, je me vide aussi beaucoup. Donc, c'est aussi de savoir trouver l'équilibre entre les deux, de pas trop non plus me vider moi en énergie pour pouvoir aussi toujours avoir à donner aux autres. Mais le massage est bénéfique. Pour moi, c'est une vraie thérapie, réellement, que les gens sous-estiment énormément. Et maintenant que tu as avancé justement dans cette thérapie, comment tes enfants, ton mari, ceux qui vivent avec toi au quotidien, te trouvent, maintenant que tu es justement plus aligné, plus spirituel, que tu as avancé sur ce chemin-là, de la rencontre de toi-même? C'est pas toujours bien perçu, quand même. Parce que quand toi, tu deviens aligné réellement à tes besoins, à tes désirs, à ce que tu veux, tu désalignes les autres. C'est un choix à faire. C'est une priorité à se donner. Moi, je pense que être mère, c'est le plus beau cadeau, enfin pour celles qui ont eu envie de l'être en tout cas. Moi, c'était mon choix. Je voulais avoir beaucoup d'enfants, créer ma famille. Mais j'avais pas pris l'impact, l'ampleur de à quel point c'était aussi s'effacer en étant maman. À quel point c'est aussi un don de soi, parce que quand on est maman, on a envie de tout donner à nos enfants, de tout leur transmettre, mais à quel prix? Très souvent, c'est à notre détriment. C'est très souvent aussi, attention, eux ne nous ont rien demandé, hein. C'est pas, je les tiens coupables et responsables de rien. C'est moi qui me suis imposé ça en tant que mère. Eux, ils m'ont rien demandé. C'est moi, j'ai mis la barre très haute. Mais à quel prix? Ou quelquefois, ça a été sur le travail. Je me suis mise pendant longtemps de côté professionnellement parlant pour élever mes enfants. Parce que pour moi, d'être présente à 16h30 avec mon petit goûter à l'école, c'était la priorité. Mais un jour, tu arrives et tu te dis, ok, mais moi, j'ai fait quoi? Moi, la femme, Johanna, qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce que c'est pas aussi un chemin de pensée? Parce que depuis le début de l'interview, finalement, tu me dis... j'ai pensé beaucoup à mes parents, j'ai pensé beaucoup à mes grands-parents, j'ai pensé beaucoup à mes frères et sœurs. Finalement, mon rêve, c'était que tout le monde soit heureux. Donc, les enfants font partie, je suppose, quand tu deviens mère. À quel moment ça change et toi, tu décides que c'est toi la priorité maintenant? Quand ce que tu donnes n'est plus de bonne qualité. Voilà. Quand ce que tu donnes... ça commence à devenir pesant, que quand tu commences à crier sur les enfants parce que un verre d'eau tombé par terre, là ça te met dans un état, ça prend des proportions pas possibles, là tu donnes quand même de la mauvaise qualité de toi. Là c'est mauvais, c'est qu'à un moment donné, tu t'es trop oublié, tu t'es trop effacé et que t'es à plat en fait. T'as plus rien à donner de positif, de bon de toi. Donc si c'est pour donner de l'énervement, de l'agacement, de la nervosité à ton entourage, enfant, peu importe, collègues, famille, tu te dis ok, là il y a un problème. C'est que là je me suis trop mise de côté, je me suis trop oubliée et il faut rectifier la donne. Tu peux continuer à donner autour de toi, mais en te priorisant. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours bien perçu, parce qu'en général les gens associent ça à de l'égoïsme. Mais non. En fait, l'amour de soi, quand tu veux aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Quand tu t'aimes plus assez, tu peux plus aimer les autres. Là, c'est que là, les problèmes commencent. Et donc, tu dis, ok, stop, on arrête et on va se remettre au centre entre guillemets, du problème et se prioriser et tout s'apporter à soi déjà pour pouvoir après redistribuer aux autres. Voilà. Complètement. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à une femme là qui aujourd'hui, qui nous écoute et qui se sentirait justement désalignée, pas en accord avec elle-même? Déjà avoir le courage de le reconnaître. C'est un grand pas. C'est un grand pas. Parce que la plupart des gens, même quand t'es au fond du trou, ça va. Ah ouais, ça va très bien. Mais non, mais t'es au fond du trou. Tu vas mal là, t'es en burn-out, t'es pas bien, t'es en dépression. Pas du tout, je vais super bien. Donc c'est toujours cette course au paraître. Déjà, on paraît avant d'être. Et il faut inverser cette tendance. Il faut être pour pouvoir ensuite, pas paraître, mais vraiment être aligné avec soi, avec ce qu'on a envie,
avec ses besoins, avec ses désirs, avec ses émotions, et se laisser traverser par tout. Et tout est acceptable, tout est ok. Mais juste le reconnaître. Ne pas juste montrer la façade. Beaucoup de gens le matin, quand ils partent au travail, prennent leur sac, les clés de la voiture, mais ils prennent aussi le masque. Complètement. Et donc toi, pour toi, aujourd'hui, ça fait partie de la guérison, justement, ce travail-là. Aujourd'hui, est-ce que tu es guérie ? Je suis guérie, mais, il y aura toujours un mais, je suis toujours à la recherche vraiment de cet apaisement que j'ai aujourd'hui atteint. Ça, c'est un sûr. Travail. C'est un énorme quotidien. travail, mais c'est un énorme quotidien. C'est un travail au quotidien parce que tous les jours, tu peux te laisser rappeler par les travers de la société, du boulot qui te met la pression, des enfants, des problèmes du quotidien, de la vie, des épreuves de la vie. Donc l'idée, c'est vraiment de garder à flot, juste là, comme ça, cet état d'être, en fait. Ne pas être en dents de scie, ne pas faire les montagnes russes. Mon idée, c'est vraiment d'être pas linéaire, parce que je dirais après l'encéphalogramme, il est plat et c'est ennuyeux, mais vraiment émotionnellement parlant, d'accepter de me laisser traverser par tout ce qui va m'arriver dans ma vie. Aujourd'hui, tout est ok. Je suis en tout cas, je pense être en accord avec ça. Avant, j'étais pas prête. Je voulais que rien ne m'arrive de mal. J'avais peur de comment j'allais l'affronter, tout ça. Aujourd'hui, j'accepte tout ce qui doit m'arriver dans ma vie, parce que je suis au contrôle de rien. Voilà. Mon idée à moi aujourd'hui, c'est juste d'avoir les outils entre les mains pour affronter ce qui va m'arriver. Et est-ce qu'il y a un moment où justement il t'a fallu particulièrement beaucoup de courage pour te réaligner, pour être toi-même finalement ? Oui. Déjà quand j'ai perdu mon grand-père, ça a été la première claque. Ensuite, il a fallu que je travaille sur comment je vais maintenant travailler sur la disparition de ma grand-mère. Donc ça a été très dur pour moi parce que j'ai travaillé sur quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Mais je savais que c'était nécessaire parce que je savais que si je le faisais pas en amont, ça allait par contre... Ça allait te détruire au me moment dévaster, où ça me dévaster. Vraiment me dévaster et avoir un effet de tsunami sur tout mon entourage. Et ça, je pouvais pas me le permettre. Donc il a fallu que je travaille là-dessus. Et c'est un travail de tous les jours. Vraiment, mais qui est nécessaire pour moi et pour tout le monde, je pense. Parce qu'on est à l'abri de rien dans la vie, la perte d'un emploi, la perte malheureusement de son mari, de sa femme. La vie, elle est imprévisible. Et on ne peut pas tout prévoir. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils pensent être au contrôle de leur vie. Parce qu'ils maîtrisent une maison, parce qu'ils ont maîtrisé le matin, ils ont amené les enfants à l'école, ils pensent même maîtriser les notes scolaire des enfants. Moi, je sais que je ne maîtrise rien du tout. Même si je suis la maîtresse de maison chez moi, mais je maîtrise rien. Il y a moi et il y a au-dessus. C'est ça qui te rend sereine finalement, c'est aussi de te dire que toi tu vas faire ton max, mais qu'il y a aussi cette notion d'imprévisible qui fait que... Voilà, mais c'est ce qui rend aussi la vie belle, parce que les gens quand ils prononcent le mot imprévu, c'est forcément rattaché à quelque chose de négatif. L'imprévu, c'est pas toujours du négatif. Les gens sont toujours dans l'attente comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver de grave ? Mais il va peut-être aussi t'arriver quelque chose de super. Donc, laisse-toi aller, fais confiance. Déjà, fais-toi confiance, fais confiance en la vie. Et il va pas toujours arriver des choses dramatiques. C'est ça que je veux dire. Et même les choses dramatiques, même si tu penses que tu contrôles, elles arriveront quand même à un moment donné de la vie. Parce qu'il y a un début et il y a une fin. Moi, pendant très longtemps, ma peur a été la mort. Voilà, c'est mon travail encore aujourd'hui, mais il y a un début et il y a une fin. Je suis venue avec rien, je partirai avec rien. Donc moi, mon but aujourd'hui déjà, c'est de m'attacher à rien de matériel. Rien. C'est-à-dire que je ne donne aucune importance au matériel. Ça me fait ni chaud ni froid. Est-ce que ces retraites en Inde que tu as fait, puisque tu reviens il y a très peu de temps d'une retraite en Inde, de plus d'1 mois, c'est pas commun, c'est pas courant de se dire allez, je vais partir avec mon sac à dos, je vais aller faire une retraite en Inde. Ça a eu un impact justement sur ça, sur le fait de se détacher du matériel et de se consacrer complètement au spirituel. Oui, après déjà, voilà, comme je te disais, ce qui comptait le plus pour moi est parti. Donc à partir de là, clairement, aujourd'hui, même qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas,
il n'y a rien qui m'atteint, il n'y a rien, tout est ok. J'ai eu la pire épreuve, ça a acté. À partir de là, comment faire pour me reconnecter à moi et à ma spiritualité? L'Inde, ça m'a appelé, ça a appelé mon âme. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert un pays, mais tellement en paix, tellement paisible dans tous les sens du terme, alors qu'ils n'ont absolument rien, mais ils ont tout ce qu'on n'a pas nous ici, la paix de l'âme. Et ça, je crois que c'est ce que j'ai trouvé là-bas et c'est ce qui m'a rendue encore plus vivante. Si j'étais peut-être un peu morte à l'intérieur, c'est ça qui m'a réveillée, c'est ça qui m'a vraiment fait refleurir ce que j'avais dans mon cœur et rebattre mon cœur, réellement. Et oui, c'est pas commun, c'est sûr, mais ce qu'ils ont à nous offrir là-bas, je pense qu'on peut le trouver nulle part ailleurs. Et cet apaisement, cette paix, aussi se relier son corps avec son esprit, ici on ne le fait pas. Ici on a le corps à droite, on a l'esprit à gauche. On est complètement désarticulé. Là-bas, je me suis complètement réalignée et recentrée. Comment tu fais pour allier justement ce que tes grands-parents t'ont transmis, puisque tu as grandi à Sarcelles, dans une famille juive traditionnaliste, avec justement cette spiritualité différente. Comment tu fais pour allier justement tes deux spiritualités finalement? Finalement, en réalité, quand on regarde bien, elles sont similaires et c'est la même, en vrai. Parce que, je pense, dans le judaïsme, on nous transmet beaucoup de choses. Il y a beaucoup de spiritualité. Dans la Kabbale, c'est rempli de spiritualité, c'est rempli de signes, c'est rempli... Même les signes astrologiques, on en parle. On parle des mazalotes, on parle des astres, on parle de notre calendrier. Il est en fonction de la lune. Donc déjà, ça, c'est waouh. On se dit, mais en fait, on était hyper connectés déjà, on était très précurseurs. Donc je me dis, mais en fait, il faut juste retourner à cet état de nos ancêtres, où ils étaient à l'écoute de leur corps, ils étaient à l'écoute des signes, tout se passait en fonction de ça. Tous les messages qu'il y a eu, c'était pas un hasard. Donc je me dis, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est tellement connecté au réseau et à tout ça, qu'on oublie la connexion avec là-haut. On passe par trop de chemins, mais il n'y a qu'un seul chemin. C'est toi et là-haut. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et les gens cherchent aujourd'hui beaucoup d'intermédiaires. Il n'y en a pas. La spiritualité, c'est un travail. On l'a en soi, surtout dans le judaïsme, je pense. C'est très puissant. C'est beaucoup de connexions. Et ça me fait ça même quand je vais en Israël. Quand j'arrive en Israël, d'un seul coup, il se passe un truc en moi. La magie, elle opère. Parce que je touche un sol, mes pieds s'ancrent dans un sol où il y a eu des millénaires et des millénaires d'histoire et de magie sur cette terre, que tout le monde se bat aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il se passe quelque chose là-bas de très puissant, et on l'a en nous, faut juste le transmettre. C'est une question de transmission, d'écoute et de passion aussi, parce qu'il faut lire aussi beaucoup de livres à ce sujet, et on découvre une multitude de choses. Il faut se cultiver. Se cultiver, ouais. De quoi justement tu es particulièrement fière aujourd'hui? C'est quoi ta victoire après ce parcours qui est extrêmement inspirant pour nous qui t'écoutons? De quoi, si on devait retenir une chose, tu es particulièrement fière aujourd'hui? D'être restée fidèle à mes principes et à mes valeurs. Je suis pas, voilà, ce que je te disais tout à l'heure, je suis pas à vendre. Il n'y a pas de prix. Pour moi, les gens ne s'achètent pas. L'argent, il peut faire beaucoup de choses. Il peut acheter un confort de vie. Il peut acheter malheureusement, parce que tout ça, je dis avec des malheureusement, parce que c'est triste, mais c'est la réalité, des belles études à nos enfants, des beaux cadeaux. Voilà, ça peut les rendre heureux. Ça peut même acheter la santé, malheureusement, pour certains. Parce que d'aller voir un super bon médecin, ça coûte de l'argent. C'est pas la même chose que d'aller voir... C'est pas la même chose que d'aller voir le petit... voilà, exactement. Donc, et ça me dérange un peu ce principe-là, parce que tout est ramené aujourd'hui à cette notion d'argent. Ça me pose un vrai problème. Et aujourd'hui, de ne pas avoir bradé ma valeur, mes principes dans ce monde matérialiste où tout tourne autour de l'argent, moi, ça, je suis fière de moi, et je suis surtout très fière de mes enfants, parce que c'est exactement cette éducation-là que je leur transmets, et je leur rabâche tous les jours. Tout s'achète, sauf l'amour, le temps et la santé. Ça, c'est 3 principes et votre dignité. Ça, c'est des choses
que l'argent, même avec des millions posés sur une table, on ne peut pas... Mais moi, de toute façon, même si on me demande un prix, j'y répondrai à la personne, tu n'en as pas les moyens. Donc, ça sert à rien. Je suis pas à négocier, c'est des choses qui ne sont pas négociables pour moi. Et je suis restée fidèle à ça. Et je le resterai quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Incroyable. Joanna, on arrive vers la fin du podcast. Je vais te poser des questions que je poserai à tous mes invités. Quelle place aujourd'hui t'accordes à la vulnérabilité, au lâcher-prise, justement dans ton parcours? Je suppose, avec tout ce que tu viens de nous dire, que tu lui laisses une grande place. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire? Très important aujourd'hui de lâcher prise. Mais c'est surtout d'arrêter de donner de l'importance au regard des gens. Ce qui compte le plus, c'est le regard qu'on se porte soi-même. Ce que pensent les autres, finalement, c'est un détail. Donc arrêter de vouloir tout contrôler, son image en permanence. Accepter de se montrer aussi vulnérable avec ses faiblesses. Mais les gens aujourd'hui, malheureusement, se servent aussi de la vulnérabilité des autres pour en tirer profit. Donc c'est difficile de trouver le bon milieu dans tout ça. Des fois, on se perd. Mais c'est juste de bien savoir s'entourer. Quand on s'entoure bien, on peut s'accorder d'être vulnérable et son lâcher-prise. On peut être les deux à la fois. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie pleinement toi-même, profondément vivante? C'était quand j'étais en Inde. Alors je le suis aussi tous les jours chez moi, auprès de mon mari et de mes enfants, ça c'est sûr. Mais de pouvoir vivre cette expérience, ce cadeau de la vie, parce que quand on a 4 enfants, de pouvoir partir autant de temps, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, je me suis dit, ok, là je suis vraiment au bon endroit, au bon moment de ma vie. Merci mon Dieu, quoi. Vraiment. Et qu'est-ce que ça signifie du coup pour toi, être soi? Être soi, c'est vraiment pouvoir réaliser ses rêves. Parce que le problème, c'est tant qu'on n'est pas soi-même, on joue un rôle, comme je disais, tous les matins, t'enfiles ton masque, et finalement, toi-même, à la fin, tu sais même plus qui tu es. Ça devient un gros problème. Parce que les autres ne sachent pas qui tu es, c'est un énorme problème. Mais qu'à la fin, t'as tellement mis ton masque que toi-même, tu crois à ce personnage et que tu oublies qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Tu te réveilles un matin, tu te dis, mais moi, je suis qui en fait? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qui j'ai envie d'être? Et je pense quand on retire ça, on est pleinement heureux, épanoui. Et là, finalement, toutes les bonnes choses nous arrivent par résonance et écho. Voilà, l'énergie. Et à qui, du coup, t'as envie, ou à quoi, du coup, t'as envie de dire merci aujourd'hui? J'ai envie de dire merci à la vie, vraiment, de m'avoir offerte ces plusieurs vies que j'ai eues, finalement. Grosse dédicace, grosse pensée, ma grand-mère. Aujourd'hui, Messodi, c'est le prénom de ma grand-mère. Donc, elle me porte chance. Et Messodi, c'est le secret. Sodi, c'est le secret en hébreu. Donc, j'en ai fait un jeu de mots. Et voilà, c'est le secret aujourd'hui. Révéler son secret, révéler qui on est à l'autre et à soi-même et au monde. Et ma société porte son nom et ça me porte chance parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est que via ce qu'elle m'a transmis et ce qu'elle continue à me transmettre de là-haut parce que je m'adresse à elle tous les jours en lui disant qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je fais, je dois faire A, je dois faire B. Et tous les jours, je laisse ces messages et je suis reconnaissante gratitude infinie envers ça et qui m'ait choisi mes grands-parents pour être leur petite fille. Hachem m'a envoyé les meilleurs grands-parents que j'aurais pu avoir et si c'est à refaire, je les choisirais 1000 fois, vraiment. Si tu avais une référence à conseiller à nos auditeurs, auditrices, un livre, un film, une musique, qu'est-ce que ça serait? Alors, le livre, le courage d'être soi, parce qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup de courage d'être soi-même. Ça peut prendre des années à creuser, à ouvrir les portes et à enfin accepter aussi celle que nous sommes. Et je pense que c'est un excellent livre, un excellent exercice. Super, donc le courage d'être soi, je le mettrai dans les notes du podcast. Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à suivre tes aventures, où est-ce qu'on peut les rediriger?
sur mon compte Instagram, Mesodi Kundalini Paris, où je partage mes aventures, mes voyages en Inde, puis mon travail, mon activité, donc les différentes activités que je propose à mes clientes et voilà des petits conseils pour être mieux et aligné avec soi. Au quotidien, ouais, exactement. Joanna Seligman-Tuile, merci infiniment Merci. pour ce partage. Je te dis à très bientôt, j'espère. Merci Sarah de m'avoir reçue. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous, écoutez-vous, respectez vos rythmes et n'oubliez surtout pas que le chemin vers soi ne demande pas la perfection, mais il demande l'incarnation. À très bientôt pour un nouvel épisode du BUP Talk.